Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder le sujet des jeux vidéo en 4 aspects. Mon nom est Otto Théo, je suis étudiant en informatique et je vais vous parler de la partie moteur de jeu. Bonjour, mon nom est William Labadie. J'étudie en programmation au Cégep de Sainte-Foy et aujourd'hui je vais vous parler de la conception de jeux vidéo. Je suis Nicolas Alain, je suis inscrit en sciences humaines et je vais vous parler du côté politique des jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Jérémy Roy, j'étudie en sciences humaines et je vais parler du côté psychologique dans les jeux vidéo. Il faut savoir qu'est-ce que le développement de jeux vidéo. Le développement de jeux vidéo est un processus qui inclut plusieurs aspects, tels que la conception de jeu ainsi que la programmation. Il comprend aussi d'autres facettes, telles que la politique et la psychologie du joueur. Avant de commencer, voici 2 images. D'après vous, laquelle est tirée d'un jeu vidéo? Quels sont les aspects à considérer pour créer un jeu attrayant? Est-ce que la politique a une influence sur le développement de jeux vidéo? Comment le joueur est influencé à payer et à jouer davantage? Ce ne sont que quelques questions qu'un studio doit se poser en créant un jeu vidéo. Avant de commencer à vous parler des moteurs de jeu, je vais répondre à la première question. La bonne réponse était l'image de gauche. Impressionnant, n'est-ce pas? Cette prouesse, on la doit à ce qu'on appelle les moteurs de jeu. Lorsque l'on veut programmer un jeu, il faut penser à toutes sortes d'aspects pour le jeu. Cela inclut entre autres le son, la physique, les collisions, la gestion des modèles 3D, la gestion des périphériques tels que le clavier, la souris ou la manette de jeu. Si tous ces éléments devaient être reprogrammés pour chaque jeu, le temps de développement se retrouverait multiplié par 2, 3, voire même plus. C'est un peu comme si pour chaque nouveau document Word, nous devions reprogrammer l'éditeur de texte de zéro. Pour ne pas avoir à réinventer la roue, les développeurs ont donc commencé à créer des moteurs de jeu. Ces moteurs regroupent tous ces éléments communs, et le développeur n'a donc plus qu'à se concentrer sur les éléments propres à son jeu. La conception du jeu est la première étape du développement de jeux vidéo qui dure entre 2 et 3 mois. Elle consiste à définir l'idée générale de celui-ci. Il faut déterminer des détails tels que son type. Est-ce qu'on veut un jeu de type bac à sable comme Minecraft, un jeu de réflexion comme Luigi's Mansion 3 ou un autre type? Il faut aussi considérer l'univers narratif du jeu, qu'il soit réaliste ou fictif. S'il est fictif, du temps devra être alloué afin de créer un monde cohérent et intéressant. D'autres aspects comme le budget nécessaire et le public visé sont aussi importants. Je vais vous parler de la différence qu'il y a entre certains types de moteurs. Le budget est un facteur important lorsque l'on doit choisir un moteur de jeu. Ces moteurs sont tous différents, certains sont privés, développés en interne et utilisés pour les jeux de l'entreprise. C'est le cas du moteur Source par exemple, développé par Valve pour Half-Life 2 Portal. L'avantage de développer son propre moteur de jeu est que l'on peut y mettre seulement ce dont on a besoin. Par exemple, le moteur Source n'inclut pas de système de physique pour l'eau, car Valve n'en avait tout simplement pas besoin. On encombre donc moins la mémoire de l'ordinateur avec des fonctionnalités inutiles. De plus, comme c'est nous qui avons développé le moteur, on connaît son fonctionnement. Enfin, puisque le moteur nous appartient, nous ne sommes pas obligés de verser de l'argent à une autre compagnie pour pouvoir l'utiliser, ce qui réduit aussi les coûts sur le long terme. Mais il existe aussi des moteurs de jeu plus accessibles, comme l'Unreal Engine ou Unity par exemple. Ces moteurs ne sont pas conçus pour un jeu en particulier, mais pour être commercialisés. L'avantage de ces moteurs, c'est leur accessibilité. N'importe qui peut les utiliser, gratuitement pour la plupart d'ailleurs. Epic Games, par exemple, avec Unreal, ne réclame des droits d'auteur qu'à partir du premier million de dollars de revenus. Ces offres sont très attractives pour les petites compagnies et les développeurs indépendants qui n'ont pas, pour la plupart, les moyens de financer un tel logiciel. De plus, de grandes communautés participent au développement de ces moteurs et ajoutent elles aussi des fonctionnalités sous forme d'extensions. Maintenant que nous savons qu'est-ce que la conception de jeu, répondons à une des questions posées au début de la vidéo. Quels sont les aspects à considérer pour rendre un jeu captivant? Premièrement, comme mentionné plus tôt, il faut connaître son public cible. En effet, en ayant cette information, il est possible de créer des mécaniques qui vont être captivantes et plaisantes pour le joueur. De plus, en connaissant le groupe d'âge de la clientèle et d'autres données pertinentes, la difficulté du jeu peut être déterminée efficacement. Par exemple, dans Luigi's Mansion 3, puisque le public est principalement composé d'enfants, le jeu est plus accessible à ceux-ci. Il se pourrait aussi que certains pays aient des lois concernant la censure des médias. Les différents studios de jeux vidéo doivent toujours prendre en compte le contexte dans lequel leurs nouveaux jeux sont publiés. Prenez cette image par exemple. On peut voir représenter ici une illustration de 2 versions du jeu DuckTales rendues disponibles à la vente en 1989. À droite, il s'agit de la version finale sortie en magasin et, à gauche, de la version qui a été prévue au départ mais qui a été abandonnée.
À l'époque, de par la forte influence de groupes chrétiens et de groupes conservateurs aux États-Unis, Nintendo of America interdisait strictement la représentation de symboles religieux dans leurs jeux vidéo, dans l'objectif d'éviter de heurter la sensibilité de qui que ce soit. C'est ici un excellent exemple d'autocensure pour éviter toute polémique qui pourrait nuire à la vente de leurs jeux. Bien, maintenant que nous en savons un peu plus sur la théorie, il est temps d'aborder la pratique. En effet, ces moteurs, la plupart du temps, sont livrés avec un éditeur, c'est-à-dire une interface qui permet aux développeurs de manipuler le moteur plus simplement. Une fois un projet chargé, nous arrivons donc sur cette page, par défaut. Le premier élément que je vais aborder est l'explorateur de contenu. Vous le retrouvez ici en bas sous l'appellation Content Browser. Cet explorateur de contenu fonctionne comme un explorateur de fichiers classique et il nous permet de naviguer parmi tout le contenu disponible pour notre projet. Nous retrouvons donc comme un navigateur normal des dossiers, ainsi que des sous-dossiers et des fichiers que nous pouvons ouvrir en double-cliquant dessus. La deuxième interface que je vais vous présenter est la scène. Cette scène permet d'avoir un aperçu du niveau. Elle permet aussi facilement de déplacer des objets, comme ce cube par exemple. Il est ainsi possible d'ajouter des éléments en les glissant directement sur la scène à partir de notre explorateur de contenu. Comme ceci par exemple, sans même taper une seule ligne de code. Le dernier outil que je vais vous présenter est ici en haut. Il s'agit de la barre d'outils. Mais aussi et surtout d'un bouton qui va nous intéresser, le bouton jouer. Lorsque je clique dessus, vous pouvez constater que le jeu se lance directement. Je suis déjà en possession d'un jeu de tir assez simple, où je peux me déplacer, pouvoir tirer et interagir avec des éléments du décor. Le deuxième aspect à considérer pour rendre un jeu captivant est que le concepteur doit être familier avec les jeux semblables à celui que son studio veut développer. Cela va lui permettre de s'inspirer des éléments de ceux-ci et de trouver une façon de distinguer leur projet des autres. Finalement, il faut définir les mécaniques principales du jeu et les utiliser de sorte que l'expérience du joueur soit la plus immersive et fluide que possible. Même si l'histoire du jeu est intéressante ou les graphiques sont réalistes, si la jouabilité est peu captivante, le joueur aura le pressentiment de perdre son temps. Donc, pour les points positifs par rapport au côté psychologique, donc principalement, ça l'aide à l'apprentissage, donc ça va aider les personnes qui font de la dyscalculie ou de la dyslexie à s'améliorer par rapport à ça. Par la suite, au niveau de l'intelligence, en fait, il y a beaucoup de jeux qui possèdent de la stratégie, et la stratégie, ça permet de faire des liens dans son cerveau et d'améliorer son intelligence, tout simplement. Ça va aussi améliorer la concentration parce que dans les jeux vidéo, il peut y avoir des moments stressants et ces moments stressants-là, tu dois quand même rester concentré, donc ça améliore la concentration aussi. Ça va stimuler le cerveau aussi parce que généralement les gens sont motivés à vouloir devenir meilleurs dans les jeux vidéo. Et un point qu'on oublie souvent à mentionner, c'est que ça rend heureux en fait. Ça crée de la dopamine, puis la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, donc ça rend le monde heureux quand il joue. Durant le processus de conception de jeu, le concepteur devra surmonter deux grandes étapes. Rendre le jeu amusant et communiquer sa vision aux autres membres de l'équipe de développement de façon claire et efficace. Même si cela va de soi, rendre un jeu attrayant est une tâche monumentale, car il faut définir ce qui pousse un joueur à continuer de jouer. Le jeu peut être techniquement parfait et être à la fois ennuyeux. C'est ce qui détermine si le public va s'attacher au produit ou l'ignorer totalement. Aussi, si le concepteur a une vision très claire de ce qu'il veut créer, mais qu'il n'est pas en mesure de la partager clairement aux programmeurs, aux artistes et aux autres membres de son équipe, le résultat final ne sera pas nécessairement ce qu'il avait en tête. La communication dans le développement de jeux vidéo, comme dans n'importe quel travail coopératif, est primordiale. Pour les points négatifs, donc, il y en a quand même, il faut les nommer, il y a les problèmes d'addiction, effectivement, on en entend beaucoup parler de ces problèmes-là, et c'est quand même très triste, c'est des gens qui sont justement addicts, ils peuvent pas s'arrêter, ça peut avoir des impacts comme se faire isoler en fait de la réalité tellement on est là-dessus, donc avoir une déconnexion par rapport à la réalité et être toujours sur les jeux vidéo. Ça va avoir d'autres impacts comme des impacts sur la santé physique, qui est quand même aussi un autre point qu'il faut mentionner. Donc il peut y avoir un manque de sommeil, il peut y avoir des maux de tête, des mal aux yeux par rapport aux écrans bleus, en avoir trop sur les yeux. Ça peut faire mal et ça peut même rendre la vision floue. Et sur le cerveau, si on joue très jeune, on peut avoir un manque de développement sur certaines parties du cerveau. Si on joue trop à des jeux de guerre, c'est possible. Et pour ça, c'est autant enfant qu'adulte.
trop de jeux peut mener à une dépression ou même à de la schizophrénie dans des cas extrêmes. Si l'on regarde le développement du jeu vidéo sous l'œil de l'analyse politique, il y a plusieurs choses intéressantes à dire. À la question « Est-ce que la politique influence nos jeux vidéo ?», la réponse est bien évidemment oui, pour à peu près tout d'ailleurs, au vu de la place qu'elle a dans nos sociétés. Le jeu vidéo finit souvent par servir de bouc émissaire. Dans des situations de violence ou de chaos social, il peut évidemment être avantageux pour certains politiciens de détourner l'attention. Les jeux vidéo, associés encore aujourd'hui à un grand nombre de clichés et étant méconnus des tranches d'âge plus âgées et qui votent en plus grande proportion, deviennent alors faciles à instrumentaliser. Un exemple relativement récent d'instrumentalisation mal cachée est l'intervention médiatique qu'a fait Emmanuel Macron en juin dernier. Pour remettre dans le contexte, la France était alors en pleine période d'émeutes suite à la mort de Naël Merzouk, un adolescent franco-algérien de 17 ans mort par les coups de feu d'un policier. Devant les caméras, il tient les propos suivants concernant les jeunes émeutiers. On a le sentiment, parfois, que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Il va sans dire que beaucoup de joueurs, dont certains professionnels, comme le fameux streamer Kameto, avaient alors réagi publiquement très négativement aux commentaires du président français, qui s'est par ailleurs excusé 2 mois et demi plus tard pour ce qu'il avait dit précédemment. Enfin, beaucoup de jeux vidéo ont un aspect géopolitique central. C'est le cas par exemple de la franchise Civilization, dans laquelle le joueur est amené à faire prospérer une civilisation au fil de différents âges de développement. Ici, impossible d'ignorer l'aspect politique du jeu vidéo. Ce qu'il y a d'intéressant et de pratiquement systématique dans ce genre de jeu, c'est que, en opposition à nos démocraties, le joueur est placé comme dirigeant de gouvernement sans aucun contre-pouvoir. Mis à part dans quelques jeux spécialisés comme Parent Revolution, il n'y a pas de vote ou de parti d'opposition qui serait simulé pour empêcher le chef de faire tout ce qu'il a envie de faire. On peut bien sûr supposer que l'objectif est de rendre les parties plus dynamiques et amusantes, et de se focaliser sur d'autres aspects du jeu. Cet imaginaire antidémocratique se retrouve également dans beaucoup d'univers de fiction. En effet, le simple fait que plusieurs races coexistent dans un univers vidéoludique tend à favoriser la représentation de castes où certaines races sont représentées comme étant supérieures à d'autres. Bref, la politique finit souvent par contraster avec le réel, bien que ce soit avant tout pour des raisons de divertissement, et non pas à cause de l'influence d'hypothétiques politiciens qui auraient un quelconque projet malveillant. Le dernier point que je vais aborder sur la psychologie, c'est comment faire payer un joueur. Donc il y a plusieurs techniques. L'une des techniques qui est utilisée depuis quasiment toujours est de fixer le jeu à un certain prix. Ça va faire en sorte que le jeu va être par exemple 80$ canadiens ou 20$ canadiens. Et en fait, une fois que le joueur achète ce jeu, il a le produit final. Donc il a tout le jeu, il peut y jouer le temps qu'il veut. Voilà. Mais une nouvelle technique est utilisée aujourd'hui, celle du pass de combat. Le pass de combat peut varier de jeu en jeu, donc je vais me baser sur le jeu de Overwatch 2 pour pas mélanger tout le monde dans cette vidéo. Donc le pass de combat marche sur un système de niveaux, donc plus on joue, plus les niveaux augmentent. Entre 1 et 100 sont environ les niveaux qu'il y a. Dans ces niveaux, à chaque niveau, on débloque des récompenses. Donc ces récompenses, ça peut être pour modifier son personnage, pour modifier sa bannière, pour modifier la pose de son personnage. Bref, c'est des cosmétiques. Le problème, c'est que ce pass de combat est majoritairement payant. Il peut y avoir certaines récompenses gratuites, mais il faut l'acheter pour un prix entre 10 et 15$ canadiens. Donc, le pass de combat dure pour une période de 2-3 mois. Donc, une fois cette période écoulée, il faut le racheter. Donc, c'est une très bonne technique parce que ça crée on peut dire en anglais, le fear of missing out, donc la peur de manquer. T'as peur de pas avoir ces récompenses-là en fait, parce que ces récompenses, une fois qu'ils sont partis du pass de combat actuel, ils ne reviendront pas. Et les joueurs ne veulent pas ne plus avoir cette chance de pouvoir posséder ces cosmétiques. Donc ils sont prêts à acheter ce pass de combat. En plus de ça, certaines récompenses peuvent être retrouvées dans le magasin, donc directement dans un magasin qu'il y a sur le jeu qu'on peut acheter en plus du pass de combat. Donc tout ça est une bonne technique monétaire pour faire du profit. Pour résumer, on peut dire que la politique, bien qu'elle ne soit pas la première chose qui nous vienne en tête quand on pense au développement d'un jeu, n'en reste pas moins primordial à prendre en compte. Pour en concevoir un studio doit penser aux potentielles polémiques qui pourraient advenir selon le contexte social dans lequel il se trouve. Il doit se heurter à des interventions médiatiques négatives à leur encontre à cause de l'instrumentalisation dont certains politiciens usent à l'encontre de leur industrie. Il doit avoir intégré un fonctionnement politique en balançant entre réalisme et efficacité pour s'assurer que le joueur reste immergé dans son expérience, en délaissant parfois la démocratie dans nos jeux vidéo pour le meilleur et pour le pire.
Pour la psychologie, on peut dire un peu comme la politique. C'est un facteur qu'on pense pas forcément, mais c'est un facteur très important, parce que sans la psychologie, on ne pourrait pas savoir comment faire de l'argent, ou ça serait quasiment impossible. La conception du jeu vidéo sert à définir l'idée générale du jeu et trouver ce qui va intéresser le joueur. Pour que l'équipe de développement comprenne la vision du concepteur, celui-ci doit être en mesure de la partager de façon claire et efficace. Les développeurs utilisent des moteurs de jeu. Ils permettent aux développeurs de faire abstraction des concepts de base comme le son, la lumière, la physique, les périphériques, etc. La création de jeux vidéo nécessite beaucoup d'aspects à considérer, et pas seulement en termes de programmation. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo et que vous en avez appris davantage sur la création de jeux vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo instructive. Au revoir. Au revoir. Au revoir.